Je m'appelle Elodie et j'ai 29 ans. L'accident n'a pas semblé réel jusqu'à ce que la voiture commence à tourbillonner. Un instant, mon fils Léo était assis sur le siège passager à côté de moi, les jambes oscillant légèrement, parlant trop vite du film que nous venions de voir. Il citait des répliques dans le désordre, riant de lui-même, essayant de me faire rire aussi. Le soleil était brillant, la route dégagée et la circulation était fluide. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil vers lui en souriant, pensant à quel point il était rare de passer un après-midi aussi tranquille. Juste nous deux, aucune obligation, aucune course à faire, personne ne me demandant quoi que ce soit. Puis, il y a eu un bruit semblable à une explosion. Un camion blanc a grillé le feu rouge et nous a percutés de côté si fort que le monde a basculé. Le verre a éclaté, le métal a hurlé et l'airbag s'est déployé avec un coup violent qui m'a coupé le souffle. Je me souviens de mes oreilles qui sifflaient, de ma tête projetée en arrière et de la voiture tournant comme si elle avait entièrement perdu le sens de l'orientation. Quand tout a finalement cessé de bouger, la première chose que j'ai entendue a été Léo qui pleurait. Pas des hurlements, mais des pleurs. Ce son m'a ancré plus que toute autre chose. Je me suis tourné vers lui, ignorant la douleur qui traversait ma jambe et mes côtes, et je lui ai demandé s'il pouvait m'entendre. Il a hoché la tête, le visage pâle, les yeux grands ouverts, une fine ligne de sang se formant déjà au-dessus de son sourcil. Je continuais à lui parler, d'une voix ferme et calme, comme on le fait quand on est terrifié mais que l'on ne peut pas se permettre de le montrer. Le conducteur de l'autre véhicule a trébuché hors de son camion en criant des absurdités de manière indistincte. Il sentait la bière à 3 mètres de distance. À un moment donné, et a même essayé de partir à pied avant qu'un témoin ne lui saisisse le bras et ne lui dise de s'asseoir. Quelqu'un d'autre a appelé les secours. À l'hôpital, tout s'est brouillé dans les lumières fluorescentes et les voix sèches, radiographie, questions et brassards de tension artérielle se serrant autour de mon bras. Ils m'ont dit que rien n'était cassé, juste des côtes fêlées, une entorse pour Léo, ainsi que des coupures et des courbatures qui mettraient des semaines à s'effacer. Nous avons eu de la chance, ont-ils dit. Beaucoup de chance. Ce n'est que lorsque tout est devenu calme que mes mains ont commencé à trembler. Léo était allongé dans le lit à côté du mien, relié à des perfusions, enfin assez calme pour s'endormir. Son visage paraissait plus petit sous les lumières de l'hôpital, ses cils reposant sur ses joues, un pansement soigneusement collé au-dessus de son œil. Je suis resté assise là, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, et j'ai ressenti le poids de tout ce que je ne m'étais pas encore autorisé à ressentir s'abattre sur moi d'un seul coup. J'ai pris mon téléphone. J'ai tapé un message dans la discussion de groupe de la famille, nous sommes à l'hôpital. Vivant mais secoué. Un conducteur ivre nous a percutés. J'ai regardé l'écran pendant une seconde avant d'appuyer sur envoyer. Je ne demandais pas d'aide. Je ne demandais à personne de venir en courant. J'avais juste besoin qu'ils sachent, qu'ils nous voient, qu'ils reconnaissent qu'un événement terrifiant s'était produit. Le message est passé, puis rien. Au début, je me suis dit qu'ils étaient occupés. C'était le début de l'après-midi, peut-être que les téléphones ne fonctionnaient pas, ou peut-être que personne n'avait encore vérifié. Puis je me suis souvenu de quel jour il s'agissait, l'anniversaire de ma nièce. 11 ans le 11. Ma sœur Camille avait prévu un grand brunch sur un toit-terrasse en centre-ville, le genre de moment avec mimosa, ballons, tenues assorties et photos soigneusement mises en scène. J'avais été invité. J'avais même déposé un cadeau 2 jours plus tôt. Je n'y étais pas allé parce que je travaillais ce matin-là et que j'avais promis une séance de cinéma à Léo. Alors, j'ai attendu. 1 heure a passé, puis 2, puis 3. Léo dormait à côté de moi, la perfusion goûtant lentement, et j'ai ouvert Instagram sans réfléchir. La première photo m'a frappé comme une gifle, ma sœur souriante à une longue table, mes parents de chaque côté d'elle, les cousins levant leurs verres, des ballons dorés partout, mon père portant une couronne en papier et ma mère serrant la fêtée contre elle pour un égo-portrait. Chacun d'entre eux était identifié sur la photo. Chacun d'entre eux était clairement sur son téléphone. Ils avaient vu mon message. Aucun d'entre eux n'a répondu. Pas un seul n'est venu. Pas un seul n'a demandé où nous étions. Pas un seul n'a demandé comment allait Léo. Le silence était plus bruyant que tout ce que l'accident avait produit. Nous sommes restés à l'hôpital toute la nuit pour observation. J'ai à peine dormi. Chaque fois que Léo bougeait dans le lit, je me réveillais. Chaque fois qu'une infirmière passait devant la porte, je vérifiais à nouveau le moniteur juste pour m'assurer que les lignes régulières étaient toujours là. Il s'est réveillé une fois vers 3 heures du matin, désorienté et effrayé, et m'a demandé si nous rentrions bientôt à la maison.
Je lui ai dit que ce serait pour bientôt. Je ne lui ai pas dit que mon téléphone était toujours silencieux, ni que les personnes qui étaient censées s'en soucier n'avaient pas dit un mot. Au matin, je me sentais vide, pas tout à fait insensible, mais vidé, comme si quelque chose d'essentiel s'était écoulé pendant que je ne regardais pas. Ils nous ont laissés sortir en début d'après-midi. Léo boitait légèrement, ménageant sa cheville, et je pouvais sentir chaque ecchymose dans mes côtes lorsque je l'ai aidé à monter dans le taxi. Le chauffeur nous a demandé si nous allions bien. J'ai dit oui, parce que c'est ce que l'on dit quand on ne veut pas expliquer. À la maison, j'ai fait de la soupe, j'ai allumé des dessins animés et je me suis assise sur le bord du canapé, prétendant que tout était normal alors que mon téléphone restait intouché sur la table basse. Toujours rien. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, j'ai fait défiler la discussion familiale. Mon message était là, non lu et sans réponse, enterré sous des photos et des blagues du brunch. Il y avait des vidéos de mon père en train de danser et des commentaires sur la perfection de la journée. Une photo de groupe montrait tout le monde tenant des ballons dorés et souriant comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. J'ai fermé l'application et je ne l'ai pas rouverte. Le lendemain s'est déroulé de la même manière. Puis le suivant. Le troisième jour, mon téléphone s'est enfin animé. Il n'a pas sonné une seule fois, il vibrait sans relâche comme si quelque chose essayait de le faire tomber de la table. Je l'ai pris et j'ai regardé l'écran, 48 appels manqués, tous de mon père. Aucun message vocal, juste un message texte envoyé à 18h13, réponds maintenant. Nous avons besoin de toi. J'ai regardé cette phrase pendant si longtemps que Léo l'a remarqué. Maman, a-t-il dit doucement depuis le canapé. Est-ce que tu vas bien? Je lui ai dit que oui, même si ma poitrine me semblait trop serrée pour que cela soit vrai. Je suis allé dans la cuisine et j'ai rappelé. Pendant une brève et stupide seconde, je m'attendais à de l'inquiétude. Peut-être des excuses, peut-être même une reconnaissance maladroite de ce qui s'était passé. Quelque chose, n'importe quoi. Ce que j'ai reçu, c'est de l'impatience. Tu as enfin décroché, a dit mon père non pas inquiet, ni soulagé, mais agacé. Nous essayons de te joindre. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas demandé comment allait Léo. Il n'a pas demandé où nous étions passés. Il est entré directement dans le vif du sujet. Ils étaient à court ce mois-ci, a-t-il dit. Les frais de copropriété étaient en retard. Leur voiture avait besoin de nouveaux pneus. Il a mentionné cela comme une liste qu'il aurait répétée. Puis il est passé à ma sœur, disant qu'elle était stressée parce qu'elle avait besoin d'aide pour payer un dépôt pour un voyage scolaire pour ses filles. Il a dit que c'était urgent, comme si le monde allait s'effondrer si je n'intervenais pas immédiatement. Je n'ai pas parlé. Il a continué. Ce n'est pas tant que cela, a-t-il dit. Tu aides toujours. Tu aides toujours. Cette phrase a frappé fort. Tu aides toujours. Pas tu es de la famille. Pas nous nous soucions de toi. Juste une attente formulée comme un fait. Puis il a ajouté, ce n'est pas comme si tu étais en difficulté. Tu t'en sors toujours bien. J'ai pensé à la chemise ensanglantée de Léo, à la perfusion et au conducteur ivre essayant de s'enfuir. J'ai senti la pièce basculer. La chose suivante dont je me souviens clairement est le visage de Léo au-dessus du mien, pâle et effrayé, ses mains agrippant mes épaules. J'étais sur le sol de la cuisine, mon téléphone se trouvait à quelques pas de là, vibrant encore. Maman, n'arrêtait-il pas de dire. Maman, est-ce que tu vas bien? J'ai hoché la tête parce que je ne faisais pas confiance à ma voix. Il m'a aidé à m'asseoir et m'a tendu un verre d'eau à deux mains, attentif et sérieux d'une manière qu'un enfant de 11 ans ne devrait pas avoir à être. Il s'est assis à côté de moi, tout près, comme s'il me gardait. Quand j'ai regardé à nouveau mon téléphone, il y avait un dernier message de mon père, Elodie, réponds. Nous avons besoin de toi. C'est là que j'ai compris. Ils n'avaient pas ignoré mon message parce qu'ils étaient occupés. Ils ne l'avaient pas manqué. Ils n'avaient pas mal compris. Ils l'avaient vu et avaient décidé que cela n'avait pas d'importance. Plus tard dans la soirée, après que Léo fut allé se coucher, j'ai ouvert à nouveau la discussion familiale. J'ai fait défiler lentement, délibérément, au-delà de mon message d'hôpital resté sans réponse et j'ai compté combien de messages étaient arrivés après celui-ci. Photos, blagues, commentaires, tout le monde avait été actif. Tout le monde avait choisi le silence. J'ai montré cela à Léo. Il a regardé l'écran pendant un long moment, puis a demandé doucement, penses-tu qu'ils ne t'ont pas cru? Je ne sais pas, ai-je répondu.
Et pour la première fois, j'ai réalisé que cette réponse me faisait plus peur que la colère ne le pourrait jamais. 2 jours plus tard, ma sœur Camille m'a envoyé un message comme si de rien n'était, et « Pourrais-tu garder les filles samedi soir ?» Je suis épuisé par l'organisation de la fête. Aucune mention de l'accident. Pas de comment va Léo? Aucune reconnaissance de quoi que ce soit. Le lendemain matin, ma mère m'a envoyé une photo de sa facture d'électricité. Aucun mot, juste l'image, comme un rappel de mon rôle. Je ne me suis pas mis en colère. J'ai juste ressenti une fatigue d'une profondeur que le sommeil ne pouvait pas atteindre. Cet après-midi-là, j'ai dit à Léo que je pensais aller leur parler en personne. Je m'attendais à ce qu'il hausse les épaules. Au lieu de cela, il m'a regardé attentivement et a dit « Tu n'es pas obligé d'y aller si tu n'en as pas envie. » Je lui ai dit que j'en avais besoin, que je ne pouvais plus porter cela sans le leur dire en face. Il a marqué une pause, puis a demandé « Puis-je venir avec toi ?» C'est là que j'ai su que cela ne concernait plus seulement moi. Nous nous sommes rendus chez mes parents ce samedi-là au lieu de garder mes nièces comme ma sœur s'y attendait. Le ciel était gris et bas, le genre qui pèse sur vous, et plus nous approchions, plus ma poitrine me semblait lourde. Léo était assis silencieusement sur le siège passager, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés sur la route devant nous. Je lui ai demandé s'il voulait attendre dans la voiture une fois arrivé. Il a secoué la tête sans me regarder. Lorsque nous nous sommes engagés dans l'allée, ce sentiment dans mon estomac s'est transformé en quelque chose de presque physique. Ce n'était pas de la peur, ni de la colère, c'était un sentiment de finalité. J'ai frappé. Ma mère a ouvert la porte et a semblé surprise, pas soulagée. Elle a jeté un coup d'œil à Léo, puis s'est retournée et est rentrée à l'intérieur sans nous inviter à entrer. Nous avons suivi quand même. Mon père était dans son fauteuil inclinable, la chaîne de sport hurlant. Il ne s'est pas levé, il n'a même pas levé les yeux. Il a juste dit « L'as-tu apporté ou non ?» Je suis resté là pendant une seconde, essayant de comprendre ses paroles. « Apporter quoi ?»« L'argent » a-t-il répondu, irrité. « Tu as reçu les messages. » C'était tout. Pas de comment vas-tu? Pas de comment va Léo? Juste le suivi d'une exigence. Je lui ai dit que je n'étais pas venu avec de l'argent. Je lui ai dit que je ne comprenais pas comment ils avaient pu lire le message que j'avais envoyé depuis l'hôpital concernant leur petit-fils blessé par un conducteur ivre sans même y répondre. Ma mère s'est finalement assise en face de moi, croisant les jambes comme si elle s'apprêtait à expliquer quelque chose d'évident. Nous avons vu le message, a-t-elle dit, mais tu as présenté les choses de manière bien plus grave qu'elles ne l'étaient réellement. La main de Léo a serré la mienne. Vous pensez que ce n'était pas assez grave? Ai-je demandé. Nous avons vu pire, a-t-elle répondu d'un ton plat. Vous êtes tous les deux à la maison. Vous allez bien. Si cela avait été sérieux, quelqu'un nous aurait appelés directement. Mon père est intervenu sans perdre un instant. Et de toute façon, c'était l'anniversaire de Manon. Camille a travaillé très dur pour ce brunch. Tu ne peux pas attendre de nous que nous laissions tout tomber pour un simple accrochage. Un simple accrochage. Je leur ai parlé du sang sur la chemise de Léo, de la perfusion et du conducteur ivre essayant de partir. Je leur ai dit que ce n'était pas seulement l'accident, c'était le silence. La façon dont ils avaient continué comme si nous n'existions pas. La façon dont ils avaient fait la fête alors que je contemplais les blessures de mon enfant. J'ai dit que si les rôles avaient été inversés, si Camille avait été aux urgences avec ses filles, j'aurais été là sans hésiter. Camille est entrée à ce moment-là, un verre de vin à la main. Tu fais toujours tout tourner autour de toi, a-t-elle dit. J'étais à l'hôpital, ai-je dit. Et maintenant tu n'y es plus, a-t-elle répondu en haussant les épaules. Léo a serré ma main à nouveau, plus fort cette fois. J'ai baissé les yeux vers lui, puis je les ai regardés à nouveau. Je leur ai dit que je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus continuer à donner et donner encore en prétendant qu'il s'agissait d'une relation réciproque. Ce n'était pas le cas. Alors, tu nous punis maintenant pour rien, a dit mon père. Tu surréagis toujours, a ajouté ma mère. Camille a ri. Elle sera de retour la semaine prochaine. Comme d'habitude. Attendez qu'elle ait besoin d'aide pour quelque chose. Léo a levé les yeux vers moi et a articulé sans bruit, s'il te plaît, pouvons-nous partir? Nous sommes partis sans un mot de plus. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste laissé se refermer derrière nous. Une fois à la maison,
j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à me retirer de leur vie de la seule manière qu'ils semblaient comprendre. Internet, électricité, abonnement téléphonique et le virement mensuel que j'avais mis en place il y a des années lors de l'opération du dos de mon père et du divorce de Camille, tout était terminé. Les appels ont commencé le lendemain. Ma mère a demandé si j'avais annulé quelque chose par erreur. Camille a demandé si je pouvais toujours faire du gardiennage samedi. Mon père a envoyé un message disant que leur carte avait été refusée. Je les ai tous ignorés. Pendant 2 semaines, j'ai dit non en ne disant rien. Des photos de factures arrivaient sans contexte. Des captures d'écran de soldes vides m'étaient envoyées. Camille alternait entre le sarcasme et la culpabilité comme s'il s'agissait d'un sport. Puis, elle s'est présentée chez moi. C'était un jeudi soir. J'étais en train de déverrouiller la porte quand je l'ai vue sur le porche avec ses filles, leurs tablettes brillant entre leurs mains. « Peux-tu les garder un instant ?» a-t-elle dit. « C'est une urgence. » J'ai dit non, calmement et clairement. Elle a souri, s'est retournée et est partie en voiture sans les enfants malgré tout. Elles m'ont suivi à l'intérieur comme si c'était normal. Je leur ai préparé le dîner, j'ai mis un film et j'ai envoyé un seul message à Camille, je n'ai pas accepté cela. Ne refais plus jamais cela. Elle n'a pas répondu. Elle est revenue à 21h12, a sonné, a attrapé leur manteau, a dit « merci. Je t'en dois une », et elle est partie. Cette nuit-là, Léo a demandé « Est-ce que tu me laisserais quitter mes enfants comme cela ?» Non, ai-je dit. Je ne veux pas être comme eux, a-t-il répondu. Le lendemain matin, un courriel est arrivé de la compagnie d'électricité, avis d'interruption finale. Je l'ai fermé. Ils apprenaient à quoi ressemblait la vie sans mon aide. Puis l'appel de ma tante Hélène est arrivé. Elle avait entendu parler de l'accident par un voisin. Elle a demandé comment allait Léo. Elle a écouté. Elle a dit, ils ont toujours mis Camille sur un piédestal. Tu as été leur filet de sécurité pendant des années. Ce n'est plus ton travail. Ce soir-là, nous sommes allés dîner chez elle. Aucune tension, aucune exigence, juste des spaghettis, du pain à l'ail et une véritable conversation. Léo a joué avec leur chien dans le jardin. Sur le chemin du retour, il a dit, ils sont différents. Ils nous aiment vraiment. Pour la première fois depuis des semaines, je l'ai cru. Le silence qui a suivi semblait différent de celui de l'hôpital. Ce silence-là avait été creux et déroutant, comme si l'on criait dans un canyon en attendant un écho qui ne venait jamais. Celui-ci était plus tranchant, sous pression et colérique. Il portait en lui une attente, le genre qui suppose que vous finirez par céder juste pour faire cesser le bruit. Dès le lundi matin, les messages ont recommencé. Ma mère a envoyé une photo de son armoire à pharmacie. Pas de salutations, juste des flacons alignés sur le comptoir avec la légende « Les réserves sont basses ». Peux-tu aller les chercher ? Mon père a suivi avec un message qui disait « L'hypothèque est en retard. Tiens-moi au courant ». Camille a envoyé un message vocal, sur un ton sec et agacé, « Écoute, je sais que tu es encore bizarre, mais peux-tu garder les filles ce week-end ou non ?» Pas un seul d'entre eux n'a demandé comment allait Léo. Pas un n'a mentionné l'accident. Pas un n'a reconnu l'hospitalisation. Tout ce qu'ils voulaient savoir, c'était si j'étais encore utile. Je n'ai pas répondu. J'ai préparé le petit déjeuner de Léo. Je l'accompagnais à l'école. Je suis allé travailler et je me suis concentré sur des tâches qui n'avaient rien à voir avec eux. Je suis rentré, j'ai arrosé les plantes sur notre petit balcon et j'ai laissé mon téléphone face contre terre sur le comptoir comme s'il s'agissait de quelque chose de toxique. Pendant 5 jours, je n'ai rien dit. C'est le temps qu'il a fallu pour que Camille perde patience. Elle s'est présentée à nouveau, cette fois sans les filles. Elle se tenait déjà devant ma porte quand je suis rentré du travail, les bras croisés, la mâchoire serrée. Dès qu'elle m'a vu, elle a commencé. « Tu n'as pas le droit de faire cela », a-t-elle dit. « Tu n'as pas le droit de simplement disparaître. » J'ai déverrouillé la porte lentement et je lui ai dit que je n'étais pas d'humeur. Elle s'est approchée. Papa et maman s'en sortent à peine. Manon pleure parce qu'elle pense que tu la détestes et maintenant c'est moi la méchante parce que tu fais une sorte de dépression. J'ai failli perdre mon fils, ai-je dit doucement. Elle n'a même pas marqué de pause. Ce n'est pas arrivé. Alors arrête d'agir comme si c'était le cas. Tout le monde traverse des épreuves, Élodie. Tu en as juste fait un spectacle. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi.
Elle a répondu sans hésitation, je veux retrouver ma sœur. Celle qui s'en souciait. Celle qui ne rendait pas les choses difficiles. Et c'est là que tout est devenu clair. Je ne te manque pas, ai-je dit. Ce que je faisais pour toi te manque. Elle m'a regardé pendant une seconde, puis s'est détournée et est partie sans un mot de plus. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était le gestionnaire immobilier du quartier de mes parents. Apparemment, mon père m'avait inscrite comme garante secondaire sur leur compte de copropriété sans me le dire. Le solde était en retard de près de 1700 €. Il menaçait d'engager des poursuites judiciaires. J'ai appelé mon père. Pas de réponse. Puis un message est arrivé, je ne pensais pas que cela te dérangerait. Tu couvres toujours les frais. Je suis resté assise à la table de la cuisine pendant un long moment, fixant cette phrase. C'était donc cela. C'était ainsi qu'il me voyait. Pas comme une fille. Pas comme une sœur, ni comme une personne qui venait de traverser un traumatisme avec son enfant. J'étais un plan de secours. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert chaque compte auquel je pouvais penser et je me suis retiré, service public, copropriété, pharmacie, contact d'urgence, tout ce qui portait mon nom. Tout avait disparu. Je ne l'ai pas annoncé. Je ne l'ai pas expliqué. J'ai simplement cessé d'exister dans leur système. Ils l'ont remarqué. Mon père a laissé un message vocal le lendemain matin, « Tu fais vraiment cela à ta famille ?» Camille a envoyé un message qui disait, « Quand maman sera de nouveau malade, ne prends pas la peine de venir. » Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, ce week-end-là, Léo et moi sommes retournés chez tante Hélène. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas insisté. Elle a juste préparé des hamburgers, a laissé Léo aider son mari à changer l'huile de la voiture dans l'allée et m'a tendu un verre de thé glacé comme si c'était la chose la plus normale au monde. À un moment donné, Léo a demandé si nous pouvions venir ici pour l'action de grâce. C'est plus calme ici, a-t-il dit. J'aime le calme maintenant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point tout cela l'avait affecté. Pas seulement l'accident, pas seulement l'hôpital, mais la façon dont ma famille nous avait épuisés comme si c'était normal. Quand nous sommes partis ce soir-là, tante Hélène a glissé une petite enveloppe dans ma main. À l'intérieur se trouvait un mot écrit d'une écriture soignée, « Personne d'autre que toi ne décide de ta valeur. Je te vois. » Léo aussi. Pour la première fois, je me suis autorisé à le croire. L'action de grâce est arrivée discrètement. Pas de liste de courses frénétiques, pas de courses de dernière minute, pas de discussion de groupe bourdonnant d'attente déguisée en tradition. Léo et moi avons préparé un petit sac et sommes partis chez tante Hélène à la place. Sa maison se trouvait un peu à l'écart de la route, modeste et chaleureuse, avec des lumières brillant déjà aux fenêtres quand nous sommes arrivés. La porte s'est ouverte avant même que nous ayons frappé. Elle a d'abord serré Léo dans ses bras, puis moi, le genre d'étreinte qui ne demande rien en retour. Le dîner n'était pas sophistiqué, dinde, farce, patates douces avec des guimauves juste assez brûlées pour être parfaites. Léo a aidé à mettre la table, s'appliquant sérieusement à aligner les fourchettes correctement. La fille d'Hélène a sorti une boîte de vieux ornements et a demandé à Léo de l'aider à décorer le sapin. Il a pris la tâche à cœur, plaçant chaque objet avec soin, souriant chaque fois que quelqu'un félicitait son travail. Personne n'a levé son verre pour faire un discours. Personne n'a demandé de faveur. Les gens demandaient simplement comment se passait l'école, quel film Léo voulait regarder plus tard, si j'avais bien dormi. Au milieu du repas, mon téléphone a vibré. Je ne l'ai pas regardé. Après le dessert, une tarte aux pacanes au lieu de la citrouille, le mari d'Hélène m'a tendu un verre de vin et a dit « Nous sommes simplement heureux que vous soyez ici. » C'était tout. Pas de culpabilité, pas de condition, juste de la présence. J'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine, quelque chose dont je n'avais pas réalisé que c'était encore crispé. Plus tard cette nuit-là, alors que Léo était pelotonné sur le canapé avec une couverture et la tête du chien sur ses genoux, Hélène m'a prise à part et m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un mot de son écriture soignée, « La famille n'est pas ceux avec qui vous êtes nés. C'est ceux qui se présentent quand cela compte. » Je l'ai plié soigneusement et je l'ai mis dans ma poche comme un objet précieux. 2 jours plus tard, la discussion de groupe de la famille s'est à nouveau animée. Camille a écrit « Dîner chez maman et papa à 16h. Tu fais toujours la tarte à la citrouille, n'est-ce pas ?» Ma mère a suivi « N'oublie pas la crème fouettée cette fois. »
Les enfants ont été déçus l'année dernière. Pas de salutations, pas d'invitation, pas de reconnaissance de tout ce qui s'était passé. Juste des suppositions, juste un accès. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas fait de tarte. Je n'ai pas rouvert la discussion. Le jour de l'Action de grâce, Léo et moi sommes retournés chez Hélène. La table était pleine. La maison était bruyante, mais d'une bonne manière. Léo a ri si fort à quelque chose que son mari a dit qu'il a reniflé, puis a eu l'air embarrassé jusqu'à ce que tout le monde rit avec lui. Quand nous sommes rentrés ce soir-là, Léo a dit « Celle-ci était meilleure ». Il avait raison. La veille de Noël est arrivée ensuite. Hélène a envoyé un message, aucune pression, mais nous aimerions beaucoup vous avoir à nouveau. J'ai un jambon qui vous attend. Nous y sommes allés. Il y avait un bas de Noël pour Léo avec son nom brodé dessus, rempli de petites attentions réfléchies. Il y avait un bas pour moi aussi. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée qu'Hélène avait imprimée elle-même, Léo et moi en train de rire dans sa cuisine lors de ce deuxième dîner. En dessous, elle avait écrit une seule ligne, « Tu n'es pas seul ». Le cadre a rejoint l'étagère de notre couloir. Quelques semaines plus tard, Camille a envoyé un dernier message. Il était plus froid cette fois, plus définitif. Elle a dit que j'avais fait mon choix et que je ne devrais plus m'attendre à être incluse dans les activités familiales à l'avenir. Elle a terminé par « Maman et papa ont le cœur brisé. J'espère que tu es heureuse ». Je l'ai lu 2 fois. Je n'ai pas répondu parce que je l'étais. J'ai choisi Léo. J'ai choisi le calme. J'ai choisi de ne pas être utilisé, de ne pas être minimisé, de ne pas recevoir la culpabilité comme une dette que j'étais censé porter. Je n'ai pas perdu ma famille, j'ai arrêté de me sacrifier pour en maintenir une envie. Et en les laissant partir, j'ai trouvé quelque chose de mieux. Des gens qui ne mesuraient pas ma valeur à ce que je pouvais leur donner. Des gens qui voyaient mon fils et prononçaient son nom. Des gens qui se présentaient sans rien demander en retour. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à gagner ma place à la table. J'y appartenais déjà.